Ma présentation pour mon stage en gestion du développement international et de l'action humanitaire. Donc, ça va aller comme suit, en fait. On va commencer, en fait, avec la description des conditions de mon stage, la description des réalisations, conclusions et recommandations, puis mon plan de carrière. Donc, pour commencer, le 21 janvier 2020, je suis partie pour le Nicaragua. Donc, il y a quelques fun facts à savoir ici au sujet du Nicaragua. Premièrement, c'est le plus grand pays d'Amérique centrale, puis c'est aussi un pays quand même populeux avec 6,2 millions d'habitants. C'est malheureusement, par contre, le deuxième pays le plus pauvre de l'hémisphère après Haïti, puis il y a 29,6% de la population qui vit sous la ligne de la pauvreté. Donc, ça entraîne en fait beaucoup d'effets pervers. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes de criminalité, de violence et de pauvreté, on s'entend. Donc, ça fait en fait que la population du Nicaragua est très vulnérable. C'est également une population qui est très jeune. Donc, il y a 29, non, je m'excuse, il y a le quart de la population qui est entre 0 et 14 ans. Donc, ça fait en sorte que la population est vraiment très dépendante. Moi, j'habitais en fait à Granada, donc une ville très touristique située à 50 km au sud de la capitale, Managua. Puis, malheureusement, le tourisme entraînait plusieurs effets pervers. Donc, justement, encore une fois, pauvreté, dépendance à toutes sortes de drogues et d'autres choses négatives, ainsi que de la criminalité. Donc, c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'évolue la Escuela Comedia El Mimo, l'organisme où je travaillais. Donc, c'est un centre communautaire, en fait, qui est le fruit du rêve d'un clown vénézuélien, Diego Gené, qui est venu s'établir au Nicaragua, puis qui a commencé, en fait, à enseigner l'art du cirque aux jeunes Nicaraguayens. Donc, il prenait des jeunes de la rue, puis les amenait, en fait, à sortir. Là, actuellement, il y a quand même encore beaucoup de jeunes qui continuent à assister parce que là, ce centre-là est parti en 2001, on est rendu en 2020, ça fait 19 ans qu'il existe. Puis moi, quand j'étais là, en fait, c'était principalement des enfants d'âge primaire. Donc, les enfants allaient à l'école de 7h30 à 11h30. Puis après ça, ils venaient nous rejoindre au centre à 13h30 pour faire des ateliers, faire du renforcement scolaire aussi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Les enfants, si jamais ne vont pas à l'école, ne peuvent pas participer aux activités de la escuela, donc c'est conditionnel à leur réussite et à leur participation scolaire. Donc, généralement, c'est un assez bon incitatif pour les aider à poursuivre leur scolarité, parce que la scolarité, c'est quand même un problème malheureusement aussi au Nicaragua. Donc, on va pouvoir voir aussi le fonctionnement administratif en tant que tel. On m'a expliqué dans mes 2 premières semaines comment est-ce que ça fonctionnait ici à la Escuela. Ben, là-bas, à la Escuela. Donc, en premier, il y a l'administration. Ensuite, il y a le programme social, donc ce programme-là d'aide aux jeunes, d'enseignement, de spectacle. Puis après ça, c'est ça, il y a aussi l'offre de spectacle. Donc, il y a une troupe fixe qui offre des spectacles autant au Nicaragua qu'à l'international, parce que c'est ça, c'est d'ailleurs leur principal moyen de trouver des fonds. Au mois de mai, en fait, pour 3 mois, il y a la troupe de spectacle qui part en Europe, puis qui visite l'Allemagne, la Suisse, la France, la Belgique, puis plusieurs autres pays, l'Espagne aussi également, pour lever des fonds, en fait. Ils font des spectacles de rue, ils font des ateliers avec les enfants. Puis, grâce à cette tournée-là, ils sont en mesure de récolter, je m'excuse, 75% de leur financement. Le 25% de restant, en fait, ça vient du Berinchi Ambiental, qui est un spectacle qui se passe à chaque première pleine lune de l'année. Donc, cette année, c'était la 11e édition, que j'ai manqué malheureusement. Puis, il y a des artistes qui viennent de partout à travers le monde pour participer à des ateliers d'art sur la rue, à des spectacles, à des ateliers de cirque. Donc, c'est super intéressant, honnêtement. C'est vraiment un très beau festival. Puis, ce qui est bien, c'est que ça leur permet d'être autofinancés à 100%. Donc, ils ne dépendent pas, en fait, des bailleurs de fonds externes. Donc là, ensuite, on va voir, c'est ça. Là, je parlais justement des cours des ateliers qu'on donnait aux enfants. Donc ça, c'est de l'acro-yoga. Donc les enfants aimaient vraiment beaucoup ça parce que ça leur permettait en fait de faire des activités qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Il y avait aussi du tela qui est comme je m'excuse, du tissu aérien, des grands bouts de tissu desquels on faisait des acrobaties. Il y avait de la jonglerie, il y avait c'est vraiment des activités qui sont très ludiques puis qui motivaient vraiment beaucoup les enfants à venir à la escuela puis à faire leurs devoirs également. Un autre fait intéressant aussi, c'est que la Escuela est un projet très environnemental qui cherche en fait à ne pas dépendre du système. Je m'excuse, le terme en anglais, ce serait off-grid. Donc, il y a des panneaux solaires. L'école roule en fait sur les eaux de pluie accumulées. Puis la construction, en fait, c'est exclusivement des bouteilles ramassées dans la rue puis recouverte de béton. Donc, c'est une grosse structure
qui est vraiment... Le but, en fait, c'est d'être à zéro émission. Puis la dernière photo en bas, c'était mes collègues, donc la troupe de spectacle, qui ont été donnés un spectacle pour célébrer le Jour de la femme à la capitale. Ils avaient été engagés, je m'excuse, par l'ambassade canadienne, donc c'était vraiment plaisant. Moi, j'ai eu la chance d'assister justement à plusieurs spectacles comme ça au cours de mon séjour. C'est quand même assez impressionnant de les voir aller. Donc, les personnes ressources auxquelles j'ai eu affaire durant mon stage, il y a eu Raphaël Larga-Espada, qui était mon directeur de stage. Puis, c'est le directeur du centre en tant que tel, c'est lui qui gère absolument tout. Puis, il y avait également Geneviève Morin, qui était une autre stagiaire PSIJ, parce que moi, c'est ça, ce qui est important de savoir, c'est que je suis partie en stage PSIJ. Donc, on était 2 Québécoises à être déployées. Geneviève était agente en communication et marketing. Moi, j'étais agente en gestion et administration de centres communautaires. Donc, elle a été vraiment d'une très grande aide, honnêtement. Puis là, après ça, les réalisations de mon stage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un mandat à la base. Puis, après mon arrivée, on m'a ajouté d'autres tâches. Donc, en premier lieu, il y avait la réalisation d'un état des lieux, puis la proposition de recommandations. Ça faisait partie de mon mandat initial. Il y avait la planification d'ateliers et de discussions pour l'équipe de gestion pour améliorer encore une fois le fonctionnement du centre. Il y avait aussi la création d'un document de gestion pour améliorer le fonctionnement du centre. Puis ce qui s'est rajouté par la suite, on a voulu faire une transition puis une organisation des activités de la escuela sur un espace virtuel en tant que tel, donc pour mieux permettre de travailler à distance. Puis il y avait également le développement d'un projet QSF avec l'ANI. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que l'ANI était censé déployer un groupe de stagiaires en Bolivie qui a finalement été déplacé à l'été 2020, je m'excuse, qui a finalement été déplacé vers le Nicaragua à l'été toujours 2020 en raison des violences politiques qui sévissaient en Bolivie. Donc, là, malheureusement, avec le COVID, le projet a été reporté pour l'été 2021. Donc, je pense qu'en fait, ce qui était intéressant de savoir, c'est que moi, pour mes réalisations, la distance a pas mal changé, en fait, qu'est-ce qui allait advenir de mon mandat. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à la base, j'étais vraiment censée être sur le terrain, j'avais un mandat qui était très actif, on me demandait de mettre les mains à la pâte, puis c'est quelque chose qui me convenait vraiment parce que c'est le genre de travail que j'aime faire. Puis, après mon rapatriement, avec la distance, mon mandat est devenu beaucoup plus passif, en fait, dans la mesure où est-ce que je produisais des documents, puis c'était à peu près ça. Donc, je pense qu'en fait, j'ai rempli mon mandat dans les règles de l'art, ça n'a pas été un problème, mais la, la cassure se trouve vraiment plus, en fait, au niveau de ce que moi j'attendais versus ce que j'ai pu faire. Puis, je pense que c'est là, en fait, vraiment le problème. Donc, ce qui s'est passé, en fait, qui a été moins bien que prévu, c'est que j'avais prévu à la base faire des ateliers et des discussions pour vraiment permettre de capaciter et d'autonomiser l'équipe de travail. Là, toutefois, avec la distance, les moyens de communication étaient vraiment très mauvais avec le Nicaragua. Internet lâchait régulièrement, donc j'étais pas en mesure de communiquer aussi fréquemment. J'ai fini par faire des capsules, en fait, de formation. Puis c'est quelque chose qui m'embête parce qu'une réalité, en fait, de mon travail au Nicaragua, c'est que mes collègues c'est des artistes. Donc, c'est des gens qui bougeaient vraiment beaucoup. Puis c'était difficile d'avoir leur attention pour plus que 15 minutes. J'étais censée avoir 9 mois à la base pour réaliser mon mandat. Donc, moi, je me laissais le temps justement de voir en fonction des intérêts, de vraiment capaciter les gens selon qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire. Puis là, avec la distance, ça n'a pas vraiment pu être le cas. Une autre chose aussi qui s'est moins bien passée que prévu, il y a eu la virtualisation des activités de la escuela. Donc, on voulait faire en fait des archives, puis aussi faire un agenda numérique où est-ce que toutes les activités de la escuela, ce serait possible de les visualiser sur une ligne du temps. Le problème étant que, outre mon directeur et moi, il n'y avait personne qui avait d'ordinateur et mes collègues n'avaient même pas de téléphone intelligent. Donc, migrer les activités, en fait, de l'entièreté de l'organisation sur une plateforme, c'était juste pas quelque chose qui allait être possible. Donc, en fait, ça a dû être tout simplement abandonné. On a quand même réalisé des archives, sauf que il manque de documents, en fait. Il y avait beaucoup de documents qui ont été sur des ordinateurs, qui ont été volés ou perdus avec le temps, ou juste des choses qui n'ont jamais été consignées à l'écrit puis qui ont été oubliées avec le temps. Donc, en fait, il y a des archives qui existent, mais il n'y a juste pas de documents pour les remplir. Des choses qui se sont passées comme prévu. Mon état des lieux a été moins bon que ce que j'aurais voulu faire, mais une partie du problème aussi, c'est que le contexte était vraiment très informel. Il n'existe pas vraiment de données sur la escuela. Les données sur la ville de Granada en tant que telle sont vraiment très limitées. Puis les données sur la compétition en tant que telle, les autres centres communautaires autour n'existent juste pas. Il n'y a pas de page web, il
il n'y a rien en tant que tel. Donc, j'ai vraiment dû beaucoup plus me baser sur des impressions. Puis, en fait, l'état des lieux que j'ai eu à soumettre était vraiment plus subjectif que qu'est-ce que j'aurais aimé remettre. Toutefois, c'est quand même un état des lieux qui est très acceptable. Puis, le projet QSF, ça s'est très bien passé. J'ai eu plusieurs cours de gestion de projet. Donc, livrer un document comme ça n'a pas été exactement un problème. On attend toujours des nouvelles, en fait, parce que le ministère des Ressources internationales, des Relations internationales, je m'excuse, et de la francophonie a suspendu ses appels à projets. Toutefois, avec l'AMI, on est confiant que ça devrait être accepté. Puis, les choses qui ont été vraiment mieux que prévu, ça a été le guide de gestion, puis le document de recommandation. Donc, j'ai vraiment conçu ces deux outils-là pour aller de pair. Je trouvais que c'était très important. Si jamais le document, les recommandations en tant que telles soulèvent un point à améliorer, ben, le document de gestion explique comment l'améliorer. Donc, je trouvais ça vraiment important de faire en sorte que ces deux outils-là s'imbriquent les uns dans les autres, puis se complètent. Donc, de pas juste montrer, ah oui, ça c'est une faiblesse, vous devez l'améliorer comme ça, mais aussi de fournir les outils qui vont permettre à pallier cette situation-là, puis en fait à permettre à la escuela de s'améliorer. Puis, l'impact de mon intervention, encore une fois, comme dit, je pense que j'ai eu beaucoup à le revoir à la baisse. Donc, j'ai classé en fait sur la diapositive qu'on peut voir ici, les choses ayant le plus grand impact versus celles qui vont avoir le moins d'impact. Donc, le QSF en tant que tel, quand il va être réalisé, on s'entend que c'est quand même une structure qui est construite. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez concret, puis je sens que ça va motiver les troupes sur le terrain, puis ça, c'est une bonne chose. L'état des lieux, puis les recommandations, puis le guide de gestion ensemble, ça va avoir un bon impact en tant que tel si mes collègues, en fait, ont la motivation de commencer à entreprendre le travail, chose que je vais aborder dans la prochaine diapositive, c'est un problème. Puis la virtualisation, je ne pense pas malheureusement qu'elle va avoir beaucoup d'impact parce que c'est beaucoup de documents qui manquent. Puis ça va être quelque chose que Raphaël, mon directeur de stage, va devoir faire en plus de déjà toutes les tâches qu'il a sur ses épaules. Donc je ne sais pas si en fait ça va vraiment servir à quelque chose ce point-là. Puis les capsules de formation, c'est vraiment ma plus grande déception. Je m'attendais à faire de la formation, de la capacitation sur le terrain. Puis au final, j'ai produit des petites capsules qui expliquent les gabarits que j'ai mis dans le guide de gestion. Sauf que je pense pas que ça va vraiment avoir un aussi grand impact que qu'est-ce que j'aurais espéré malheureusement. Donc là, ça c'est un point quand même important en fait. Les gens ont la capacité sur place pour implanter les recommandations que je leur ai faites. Un grand problème, c'est la motivation en fait malheureusement. Donc comme j'expliquais avant, Diego Géné, le directeur du centre, avait un fils adoptif qui lui s'occupait de la comptabilité et de la gestion de la escuela. Les deux sont décédés en 2018, à 2 mois d'intervalle. Puis ça a fait en fait que la Escuela s'est retrouvée vraiment avec 2 très grosses paires de chaussures à remplir. Puis la motivation, c'était un problème constant. Excepté Raphaël, il y avait pas grand monde qui faisait grand-chose. C'est pour ça justement que je pense que les efforts que j'ai faits, bien qu'ils soient ils sont vraiment très bien intentionnés, mais malheureusement, ce que la Escuela avait besoin, c'est une personne sur le terrain avec eux pour les guider, les encadrer, puis les aider en fait à atteindre les buts et non juste des documents. Ils ont déjà beaucoup de choses à faire sur le terrain en tant que tel. Puis je pense pas en fait que malheureusement la réforme, ça va être quelque chose qui va vraiment pouvoir les aider. Donc c'est ça, la capacité est présente, c'est le problème c'est vraiment dans la motivation, puis de trouver le temps et l'énergie malheureusement. Donc moi, par contre, dans les difficultés que j'ai rencontrées dans la réalisation de mon mandat, il y a eu en premier lieu la perte de sens. Donc c'est ça, comme je dis, quand je suis arrivée sur le terrain, je m'étais fait l'idée que mon mandat allait être actif, que j'allais devoir travailler, que j'allais devoir... J'étais là pour 9 mois aussi. Moi, je trouvais ça vraiment le fun, ça m'emballait beaucoup. Puis en me faisant rapatrier, c'est ça, je me suis retrouvée dans le sous-sol chez mes parents au Canada à devoir produire des documents que je ne savais pas si jamais ils allaient être lus, je ne savais pas si ça allait servir à grand-chose. Donc moi, je sais que ça a vraiment été un coup sur ma motivation moi-même à poursuivre qu'est-ce que j'allais faire, parce que je savais que ça perdait beaucoup de son impact pour mes collègues. Et aussi les communications avec l'organisation. Premièrement, parce que l'Internet lâchait généralement de 11h à 1h, étant en pause syndicale pendant ce temps-là. Donc, c'était pas toujours facile de communiquer avec mes collègues. Puis quand c'est pas l'Internet qui lâchait, des fois, c'était les panneaux solaires qui lâchaient. Donc, ça faisait en sorte que je pouvais passer 2-3 semaines sans nouvelles de mon responsable. Puis, j'ai vraiment beaucoup eu à me fier sur moi-même. Ça n'a pas toujours été facile. Puis également, je ne parlais pas vraiment espagnol en arrivant au Nicaragua. Je me laissais en fait les 2 premiers mois de mon stage pour m'adapter puis pour apprendre. Donc, ça allait très bien,
Mais là, en revenant au Canada, on s'entend qu'il n'y a pas grand monde qui parle espagnol. Donc, ça, pour ça, les communications de mon espagnol, malheureusement, freiné assez abruptement. Puis, ça a pas été ça a été un peu plus difficile de communiquer avec mes collègues. Puis, le travail à distance, comme je disais, moi, je suis une personne qui a besoin de bouger, qui a besoin de communiquer, qui a besoin de faire toutes sortes de choses en même temps. Donc, pour moi, de me retrouver face à mon ordinateur 8 heures par jour à produire des documents, c'était pas quelque chose qui me motivait vraiment. Puis, je savais que ça perdait beaucoup de son sens. Donc, ça a vraiment été, il a vraiment fallu que je me force en tant que tel à travailler à distance. Donc, on poursuit en fait avec mes conclusions et recommandations. Donc, ce que le stage m'a apporté sur le plan personnel, en fait, ça a été beaucoup d'apprendre à lâcher prise. Donc, on s'entend qu'avec la crise de la COVID, j'ai perdu le contrôle en fait sur beaucoup de choses qui se sont passées autour de moi. Euh, il a vraiment fallu que j'apprenne à laisser aller parce que sinon, je pense que j'aurais pas été en mesure de finir mon stage. Ça a été quand même assez difficile, honnêtement, de se faire rapatrier quand on commence à bien aller, puis on commence à savoir qu'est-ce qui se passe, puis on commence à comprendre. Moi, je sais, ça m'a vraiment donné un coup terrible dans la motivation, puis ça m'a pris au moins 2, 3 semaines à me faire à l'idée que je revenais pas à la base. Moi, je percevais ça comme une pause. Je me disais, ah, bon, je vais aller m'acheter un peu plus de sandales, un peu plus de shorts parce que j'en avais pas amené assez. Puis, ben, je suis encore ici. Donc, on est au mois de juillet maintenant, puis je suis toujours au Canada. Donc, c'est ça. J'ai dû tirer en fait un trait sur le projet de repartir. J'ai dû aussi apprendre à faire preuve de patience. Je suis une personne qui aime ça quand ça bouge, un petit peu hyperactive. Puis mes collègues, en fait, au Nicaragua, il y a une réalité qu'on appelle le Nika Time. Donc, les choses vont lentement. Les gens prennent leur temps. Puis ça a été un clash quand même assez impressionnant pour Frédéric qui aime ça quand tout va vraiment vite, puis quand tout est fait il y a 15 minutes, de devoir apprendre à juste se calmer. Puis aussi, j'ai dû apprendre à m'adapter. Donc, je suis revenue à Montréal au mois de mars avec une valise remplie exclusivement de shorts. J'étais dans l'impossibilité de rentrer chez mes parents, qui habitent en Abitibi-Témiscamingue, qui était une région qui était fermée à mon retour. Puis, j'ai dû apprendre honnêtement à juste trouver une routine, puis à vraiment laisser aller les choses, puis à m'adapter parce que j'avais vraiment plus de contrôle sur absolument rien. Sur le plan professionnel, j'ai beaucoup appris à observer puis à poser des questions. Donc, quand je suis arrivée, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Frédéric, avant, ça l'aurait complètement angoissé. Puis là, je me disais, genre, tu as 9 mois, tu vas laisser les choses aller, tu vas voir qu'est-ce qui se passe, puis tu vas avoir 9 mois pour t'ajuster, pour poser. Puis je me laissais vraiment le temps de comprendre qu'est-ce qui se passait. J'ai aussi appris à faire beaucoup de multitâches, mais pour des raisons différentes du Canada. Donc là, je fais du multitâche parce que si jamais j'attendais après chaque petite chose que je demandais, j'aurais pas fini en fait mon stage avant le mois de Noël. Ben, en fait, avant la période de Noël parce que ça allait pas très vite en fait. J'ai aussi beaucoup appris à être autonome dans la mesure où est-ce que mon superviseur, en dépit de ses meilleures intentions, c'est celui qui est en charge de la gestion du centre, c'est celui qui est en charge de trouver des fonds, de coordonner l'équipe de spectacle, de donner des ateliers aux enfants, puis de régler absolument tout sur tout. Donc, en plus, moi, ma venue de stagiaire encadrée, c'était une autre des choses qui s'accumulaient dans sa liste. Donc, comme je disais, ça pouvait prendre du temps avant que j'aie des réponses. Donc, j'ai appris vraiment à me débrouiller par moi-même, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Puis, les leçons apprises, puis qu'est-ce que j'aurais à dire aux autres stagiaires? Honnêtement, partez pas en temps de pandémie, ça va mal finir. Mais plus sérieusement, je pense que c'est vraiment d'apprendre à laisser aller les choses. Les choses finissent toujours par se placer. C'est super angoissant au début, mais il n'y a rien qui arrive pour rien, malheureusement. C'est super kitsch comme expression. Mais tout finit par se placer. Puis là, je suis en train de faire ma présentation finale de maîtrise, donc je vais finir par finir en dépit de toutes les embûches que j'ai connues dans mon parcours. Ça achève. Puis, en fait, pour mon plan de carrière, là, c'est ça, moi, j'avais pour projet, je partais pour 9 mois, j'avais pour projet après ça de voyager, de me promener, puis d'aller faire des contrats partout à travers le monde. Puis on s'entend qu'avec la réalité actuelle, c'est plus exactement quelque chose qui est envisageable. Donc là, j'ai fait en fait par le passé un certificat en culture autochtone, puis en gestion en contexte autochtone. Donc je me cherche actuellement un emploi vraiment avec les communautés des Premières Nations ici au Canada pour commencer justement mon expérience et ma carrière. Donc, croisez les doigts, ça devrait bien aller. Donc, pour conclure, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, merci justement de m'avoir laissé la chance de m'avoir
permis de participer à ce programme-là. Je suis vraiment très reconnaissante de tout ce que j'ai appris. Merci.